Bon, eh bien, bonjour à tous. Mille excuses pour le retard. Euh, et donc voilà, un petit mot juste d'introduction avant de commencer cette journée. Donc vous allez entendre aujourd'hui 4 interventions, 4 présentations de différents membres du Centre de philosophie du droit. Et donc, en fait, on vous présente en partie le résultat d'un travail de recherche collective qu'on avait mené l'année passée, notamment un séminaire de lecture sur Georges Gurvitch et sur Michel Foucault. Donc voilà, on avait aujourd'hui envie de vous montrer, vous faire part un peu de ce chantier de travail de recherche collective. Et donc juste ici, peut-être quelques mots un peu sur le contexte de ces recherches collectives, sur le contexte un petit peu de cette réflexion. Disons que d'une manière générale, en tant que membre du Centre de philosophie du droit, une des questions communes qui nous intéresse, qui nous lie, ben, c'est la question des normes, la question de la philosophie des normes. Et en abordant cette question, ben, peut-être depuis un angle d'attaque qui n'est peut-être pas souvent abordé, ou en tout cas qui est un petit peu délaissé, en ce sens que c'est vrai quand on aborde la question de la philosophie des normes, mais souvent cette question est focalisée soit sur la question de la justification des normes, et on le voit dans les approches de type rawlsienne, etc., où vraiment on est focalisé sur la question de la justification des normes, donc qu'est-ce qu'une société juste, etc., ou alors la question de l'application des normes, et donc des conflits, des apories, des dilemmes éthiques que peut rencontrer le trajet de la norme dans son effectuation. Et nous, une des questions qui nous semblait intéressante de poser, et qui est peut-être délaissée, qui est peut-être un petit peu mis de côté dans ces deux approches dominantes, dans ces deux accents dominants sur l'approche de la philosophie des normes, c'est plutôt la question de la production de la normativité. Production, création de la normativité sociale. Donc, je dirais d'une manière générale, c'est une des préoccupations qui nous lie, cette question alors de la créativité normative, comment les acteurs parviennent à créer et à recréer les normes qui leur permettent de bien vivre ensemble, qui leur permettent de se gouverner, etc. Donc, question de la créativité normative, question de la création, de la production des normes, et qui évite alors à nouveau deux écueils. Le premier écueil qui est un petit peu la croyance qu'il suffit d'énoncer la norme pour qu'elle ait un effet social, pour qu'elle ait une certaine effectivité, et l'autre aporie qui est d'attendre d'une procédure d'énonciation, de formation discursive de la norme à elle seule d'être la garantie de son effectuation. Et donc à nouveau, entre ces deux écueils, ces deux apories, eh bien, nous, on voulait investir cette question de la créativité normative en posant la question de la manière dont les acteurs eux-mêmes peuvent créer ces normes du bien vivre ensemble. Donc, lié vraiment alors cette question de la créativité normative à la question de l'action collective. Donc, voilà, en gros, en quelques mots, un petit peu cet arrière-fond commun. Et l'autre question qui nous intéressait d'investir, c'était, par rapport à ce processus de production normative, de poser la question de l'intervention intellectuelle. Quel rôle, quel effet l'intellectuel, à travers sa pratique, à travers sa production, peut avoir sur ce processus de production de la normativité sociale. À nouveau, en évitant deux écueils qui sont d'un côté peut-être une position de type volontariste qui part du présupposé qu'à travers la production des idées, eh bien, l'intellectuel peut avoir un effet direct sur la réalité sociale, avec l'aporie un petit peu d'une croyance en la toute-puissance des idées, ou alors de l'autre côté, une position un peu de type émergentiste, où l'intellectuel considère qu'il ne peut tout au mieux qu'accompagner l'émergence de la production de la normativité sociale, etc. Donc un peu deux écueils qu'on essaye un petit peu de dépasser. Donc penser les conditions d'une forme d'intervention intellectuelle qui dépasserait un peu ces deux types d'apories. Donc voilà en quelques mots un peu l'ensemble de questions qui nous lient, qui nous relient les uns aux autres, malgré des thématiques de recherche personnelle assez différentes. Une thèse sur Foucault, une thèse sur Althusser, une thèse sur Foucault et Arendt. Donc malgré ces auteurs différents, malgré ces champs différents, ensemble de questions qui nous lient. Donc voilà, et donc moi le premier exposé que je vous propose dans ce cadre-là,
c'est un exposé qui revient un petit peu sur la théorie du droit social de Georges Gurvitch. Et donc, pourquoi s'intéresser à un auteur comme Georges Gurvitch? Eh bien, c'est parce que par rapport aux problèmes généraux que je viens d'évoquer, il nous paraissait un matériau intéressant pour faire exister un peu ce problème, de la créativité normative, et par rapport à cette question de la créativité normative, problématiser le rôle de l'intervenant intellectuel. Donc, prenons ce travail sur Gurvitch en ce sens, prenons-le vraiment comme un auteur qui, à travers son matériau, ses réflexions, eh bien, nous permet de problématiser un problème. Donc, retenons de lui davantage ce problème que son système à proprement parler. Et donc, sans plus tarder, alors je vais commencer par cet exposé. Juste ici une petite remarque pour préciser que le titre a quelque peu changé afin de coller mieux à ce problème général dont je viens de parler. Le titre est le suivant. Donc, la méthode idéale réaliste de Georges Gurvitch, une intervention intellectuelle qui vise à instituer les droits sociaux. Alors, dans cette conférence, eh bien, j'aimerais revenir alors sur la figure de Georges Gurvitch. Alors, Georges Gurvitch aura développé une œuvre considérable, tant dans le domaine de la philosophie, du droit, que de la sociologie. De plus, il ne se limita pas non plus à un travail simplement théorique. Il chercha également à intervenir et à influencer l'évolution sociale et politique de son époque. Ainsi, en exil à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, il rédigea en 1944 une déclaration des droits sociaux. Je cite ces mots, « Programme conscient d'action politico-sociale », dont le but était d'inspirer la constitution de la 4e République. Et donc, c'est à cette forme d'intervention que nous allons nous intéresser ici. Et donc, si celle-ci nous semble digne du plus grand intérêt, c'est parce qu'au-delà de son intérêt historique, eh bien, elle nous semble permettre d'investir cette question de l'intervention intellectuelle du philosophe dans le social. Elle nous permet de problématiser cette question de l'intervention intellectuelle. En effet, l'intervention de Gurvitch est motivée par une véritable ambition de dépasser l'aporie d'une approche purement idéale, donc approche purement idéale qui reposerait sur l'illusion de la toute-puissance des idées, tout en ne sacrifiant pas à la volonté de renforcer l'emprise de l'idéal sur le réel. Ni purement idéal, ni purement réel, Gurvitch qualifie sa méthode d'idéal réaliste. Il a fait sien les mots de Jean Jaurès, pour qui, je cite, « Il faut aller vers l'idéal en comprenant le réel ». Fin de citation. À travers sa déclaration, notre auteur cherche à rendre possible, je le cite à nouveau, une emprise renforcée de l'idéal sur le réel. Et donc ici, on va véritablement s'intéresser à cette forme d'intervention intellectuelle de Gurvitch. Mais il ne faudra pas limiter cette intervention à la seule rédaction de cette déclaration des droits sociaux en 1944. La rédaction donc de cette déclaration est à mettre en lien, pour comprendre véritablement à travers cette déclaration l'intervention intellectuelle de Gurvitch, cette déclaration est à mettre en lien avec le travail de critique de l'individualisme juridique qu'il mène dans son œuvre de sociologue du droit, avec la justification philosophique de ce qu'il appelle le transpersonnalisme juridique. Donc, afin de déployer l'intervention intellectuelle de Gurvitch dans toutes ses dimensions, eh bien, nous tenterons de montrer qu'elle doit être comprise comme l'articulation d'un triple travail. Nous prendrons au sérieux l'affirmation de Gurvitch selon laquelle, pour qu'une déclaration soit efficace, je le cite, il faut un idéal, une description des obstacles à sa réalisation et une technique particulière tenant compte des deux. Fin de citation. Dans un premier temps, dès lors, eh bien, nous présenterons sa critique de l'individualisme juridique. Il a tenté de démontrer que les préjugés individualistes de la science du droit auront grandement contribué à creuser, je le cite, un fossé entre les concepts des juristes et la vie réelle du droit. Fin de citation. Selon lui, la réalité juridique de son époque regorge d'institutions inédites, insaisissables à partir de l'individualisme juridique, que l'individualisme juridique ne peut pas rendre intelligible. Dans un second temps,
nous rendrons compte du travail de justification du transpersonnalisme juridique mené par Gurvitch. Pour notre auteur, comme nous le verrons, la démocratie, en son essence, doit être comprise comme l'institutionnalisation du droit social. Le droit social rapporte donc également un idéal que Gurvitch appelle le transpersonnalisme. Ce n'est alors que dans un dernier temps que nous nous intéresserons à la Déclaration des droits sociaux proprement dite. Notre thèse est que celle-ci articule le travail de critique de l'individualisme de la science juridique avec celui de justification de l'idéal du transpersonnalisme en proposant une technique qui permette l'effectuation de cet idéal dans la réalité sociale de son temps. Nous commençons dès lors par le premier temps de l'exposé, donc par le travail de description de la réalité du droit social. Dans les années 30, le jugement que pose Gurvitch sur la science juridique de son époque est sans appel. Il écrit ainsi à la première page de sa thèse, l'idée du droit social, je le cite, « La discordance, l'abîme, si j'ose dire, entre les concepts juridiques consacrés et la réalité de la vie juridique présente s'accuse de plus en plus profondément et menace de devenir tragique. » Fin de citation. Ce qui a contribué à creuser cet abîme est à chercher, selon Gurvitch, tout d'abord dans le, je cite, « préjugé profondément enraciné du caractère essentiellement individualiste du droit ». Fin de citation. L'individualisme juridique, pour Gurvitch, rassemble les conceptions juridiques qui partagent, entre autres, et pour faire court, les thèses suivantes. L'individu souverain et autonome constitue la fin suprême du droit. Deuxièmement, la fonction unique du droit réside dans la limitation négative des libertés extérieures des individus. Troisièmement, l'individualisme juridique considère l'individu en petit, l'homme, ou en grand, l'État, comme fondement exclusif de la force obligatoire du droit. Enfin, la seule manifestation possible de la communauté juridique est la soumission d'une multitude d'individus isolés à une règle générale et générique. Selon Gurvitch, ces différentes thèses mettent l'individualisme juridique en impossibilité d'appréhender les nouvelles formes d'institutions juridiques émergeant dans la réalité sociale de son époque. Ainsi, dans le champ du droit ouvrier, nombre d'auteurs mettent en avant le rôle croissant du droit extra-étatique et inofficiel qui émane des groupements spontanés des intéressés et de leur accord. Ce droit se reproduit ni par les individus entre eux, comme dans le cas d'un contrat, ni par l'individu en grand que constitue l'État, mais par le groupe lui-même. Ce droit renvoie à l'élément objectif de l'union des intéressés. Gurvitch, à titre d'exemple, voit dans les conventions collectives de travail un exemple d'institution qui soulève des difficultés insolubles pour une conception individualiste du droit. Tout d'abord, la convention, si elle est conclue entre deux parties, par exemple un syndicat patronal et un syndicat ouvrier, elle engage tout à la fois ses parties et individuellement tous les membres du groupe. De plus, la convention engage non pas seulement les membres individuels des groupes contractants, mais également des tiers, par exemple des ouvriers non syndiqués. Enfin, les conventions collectives de travail entraînent la nullité de tous les contrats individuels qui dérogent aux clauses de la convention collective. Ces constatations ont conduit certains théoriciens du droit ouvrier, souligne Gurvitch, à voir dans ces conventions collectives un droit objectif autonome. Un tel droit ne trouve pas son fondement dans les volontés des individus ou dans la volonté commandante de l'État. Gurvitch évoque également des innovations de son époque, comme les conseils d'usine, effectuant le contrôle ouvrier. Autant d'innovations qui posent problème à la science juridique fondée sur l'individualisme juridique. Ici, je n'évoque que des exemples tirés du droit ouvrier, mais dans sa thèse annexe, donc le temps présent et l'idée du droit social, à côté du champ du droit ouvrier, Gurvitch s'intéresse également au droit international et à une autre problématique qui est la problématique des sources du droit positif. Autant d'exemples où se manifestent des nouvelles formes de réalité juridique qui sont intelligibles à rester dans une approche individualiste du droit. Donc la thèse de Gurvitch est que ces difficultés insolubles ne peuvent être résolues qu'à intégrer le concept de droit social. Par droit social,
Gurevitch entend, je cite, « le droit autonome de communion par lequel s'intègre d'une façon objective chaque totalité active, concrète et réelle, incarnant une valeur positive, droit d'intégration aussi distinct du droit de coordination que du droit de subordination, seul reconnu par les systèmes de l'individualisme juridique et de l'universalisme unilatéral. » Fin de citation. Il faut bien cerner ce que Gurevitch entend par droit d'intégration. Le droit social opère l'intégration d'une totalité, d'un groupe, par la participation de ses membres à ce tout. Ce droit, je le cite, fait participer directement les sujets auxquels il s'adresse à un tout, qui à son tour, participe directement aux relations juridiques de ses membres. Fin de citation. Il intègre une totalité, mais qui reste immanente aux membres de cette totalité. Les membres y ont entre eux des rapports de communion, ce que Gurevitch symbolise par l'emploi du pronom « nous », et non pas des rapports d'opposition ou de subordination, moi, toi, lui. Parler d'intégration objective signifie que le fondement de la force obligatoire du droit social est objectif et impersonnel. L'autorité provient ni de l'agrégation des volontés, ni de la volonté d'un individu en grand, mais du fait objectif de l'union, du nous. Pour signifier cette autorité impersonnelle et objective, Gurevitch utilise l'expression de fait normatif. L'individualisme juridique est incapable donc de rendre compte des innovations juridiques, mais également, selon Gurevitch, d'institutions juridiques plus classiques. Même l'appréhension des rapports qu'institue le droit de propriété privée dans un régime capitaliste requiert, selon Gurevitch, la mobilisation du concept de droit social. La raison en est que, pour Gurevitch, le droit de coordination et le droit de subordination doivent être compris comme une déformation et une perversion du droit social. Gurevitch illustre ce point, entre autres exemples, à partir du contexte de l'usine. Lorsqu'un travailleur est embauché à l'usine, il se trouve soumis, je cite les mots de Gurevitch, hors de tout consentement et hors de tout contrat à toute une série d'obligations qui règlent l'organisation intérieure de l'usine. Heures d'entrée et de sortie, prescriptions concernant la discipline, la moralité, etc. Gurevitch se pose la question de la base juridique de la soumission des travailleurs à ces obligations. Une telle base ne peut légitimement être trouvée dans le droit de propriété du patron, car un tel droit ne peut s'exercer qu'à l'égard des objets et non des personnes. Pour Gurevitch, la seule base juridique d'un règlement d'atelier doit être trouvée dans le droit social émanant de la totalité juridique que constitue l'entreprise. Ainsi, en édictant le règlement, le patron, ni plus ni moins, s'érige en représentant légitime de cette totalité autonome. En réalité, en usurpant ce titre, le patron déforme le droit social qui intègre la totalité sociale que constitue l'usine en un ordre de droit individuel. Le pouvoir qu'il exerce, plutôt qu'être fondé sur le droit social, est fondé sur le droit de propriété. Il considère les travailleurs comme des choses dont il est le propriétaire. Cette thèse d'une perversion du droit social dans le droit de subordination renvoie chez Gurevitch à l'opposition entre, d'un côté, l'infrastructure de la communauté inorganisée et, de l'autre, la superstructure de l'organisation superposée. Pour Gurevitch, toute communauté, tout groupe social serait composé de ces deux éléments. Le premier est le « nous », fait normatif de l'union objective. Gurevitch parle au sujet de cette première couche du droit social, de droit social inorganisé. Le second élément est la superstructure du groupe social. Le droit social qui intègre le groupe est ici organisé. Cette organisation peut prendre différentes formes, association de collaboration, association de subordination, etc. Pour que le droit social organisé, superstructure, soit un véritable droit social, il faut qu'il soit, je cite, entièrement fondé et pénétré par le droit social inorganisé, qui se dégage de la communauté objective sous-jacente. Fin de citation. Cette distinction permet de dissiper le paradoxe apparent que les conventions collectives, même si elles doivent être appréhendées à partir du concept de droit social, sont, sous régime capitaliste, l'occasion de l'exercice d'un pouvoir de subordination.
La raison en est que patrons et travailleurs participent à une même totalité sociale, mais que la superstructure de cette totalité, la forme organisée de cette communauté objective, prend en régime capitaliste la forme d'une organisation hiérarchique. Je cite Gurvitch. Les deux parties opposées de la Convention participent réellement à une même totalité juridique préexistante et englobante, la communauté industrielle inorganisée. Mais elles ne constituent pas les organes d'une même organisation. Dans leur conflit, le groupe patronal représente la superstructure organisée et dominatrice, et le groupe ouvrier, la communauté inorganisée et purement intégrative de l'institution industrielle. Fin de citation. En s'organisant comme une association de subordination, la superstructure s'est coupée, détachée de la communauté objective sous-jacente. C'est pourquoi, en fondant la convention collective sur une telle superstructure, l'organisation industrielle reste, je cite, avant comme après la conclusion de la convention collective, une association de domination. Donc, premier travail ici, première dimension de l'intervention intellectuelle de Gurvitch, un travail sur la réalité sociale du droit de son époque, le constat de l'émergence de nouvelles formes d'institutions juridiques, le constat de la transformation de la vie du droit, et par rapport à ça, du décalage entre cette réalité juridique de son époque et la science du droit de son époque, qui, pénétrée par l'individualisme juridique, eh bien, se coupe tout à fait et en décalage par rapport à ces institutions juridiques. Nécessité dès lors pour rendre intelligibles ces institutions juridiques émergentes, nécessité de produire un nouveau concept de droit, le concept de droit social. Mais comme je vous le disais, Gurvitch ne se limite pas à un tel travail sur la réalité du droit, sur la réalité des institutions juridiques de son époque. Il ne se limite pas donc au travail de critique de l'individualisme qui caractérise la science juridique. Il tente également de justifier le droit social depuis le point de vue de la philosophie politique. C'est à ce deuxième type de travail que nous allons maintenant nous consacrer. En 1929, paraît un article de Georges Gurvitch intitulé « Le principe démocratique et la démocratie future », où il développe sa philosophie politique. Dans cet article, il cherche à définir l'essence de l'idée de démocratie. Pour lui, celle-ci s'est développée dans l'histoire de la philosophie, historiquement, comme une synthèse de trois éléments fondamentaux. L'idée de la souveraineté du peuple, l'idée d'égalité et l'idée de liberté individuelle. Son but est de dépasser la première formulation de cet équilibre qui vit le jour au XVIIe et au XVIIIe siècle dans le cadre d'une pensée individualiste. Pour Gurvitch, l'enjeu est, je cite, de savoir si dépasser l'individualisme équivaut à dépasser la démocratie. Fin de citation. Alors, comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir, pour Gurvitch, l'individualisme pose l'individu souverain et autonome comme le fondement et la fin suprême du droit. Il ne s'agit pas d'un individu pris dans la concrétude de ses conditions d'existence, mais, je cite, d'un représentant nivelé du genre abstrait de l'humanité en général. Fin de citation. C'est donc un individu abstrait, dépourvu de ce qui fait la singularité de son individualité, qui est au cœur de cette conception. C'est une essence métaphysique, affirmée comme un fait, qui permet de fonder en droit l'identité de la liberté et de l'égalité. Selon que l'on insiste sur la liberté ou sur l'égalité, deux déclinaisons de ce principe fondamental sont possibles. La voie proprement individualiste affirme que la liberté est l'expression de l'essence inaliénable de chaque individu, dont seulement la morale peut s'occuper, et réduit dès lors le droit à un frein extérieur que les différentes libertés s'imposent réciproquement. Dans le cadre d'un universalisme unilatéral, au contraire, on insiste sur l'idée d'une égalité d'emblée conquise en raison de l'universalité de l'essence de l'homme. Mais cela conduit finalement à réduire la singularité individuelle à l'abstraction d'une égalité purement quantitative avec les autres individus. Pour Gurvitch, l'universalisme unilatéral confond complètement la justice avec l'idéal moral, mais sans que la justice soit élevée à la hauteur de l'idéal moral. C'est ce dernier qu'on fait descendre à un niveau inférieur. C'est ainsi que, selon Gurvitch, des penseurs comme Platon et Hegel
attribue indûment à l'État et à ses lois la valeur absolue de l'idéal moral. Si le point de départ de l'universalisme est ainsi opposé à celui de l'individualisme, ses conclusions sont néanmoins similaires. Je cite, « Cette justice est menacée une fois de plus d'être confondue avec la force. » Fin de citation. Qu'elle soit celle qui subordonne un individu à un autre ou celle qui les subordonne tous à l'État. L'idée de droit et celle de démocratie sont donc mises en danger lorsqu'elles sont fondées sur des principes individualistes. Pour Gurvitch, la condition d'un dépassement des impasses rencontrées par l'individualisme et l'universalisme unilatéral est de produire une nouvelle conception du droit. Il faut concevoir un droit qui, tout en introduisant une dimension quantitative, ne réduise pas la singularité concrète des individus à une égalité purement quantitative. L'égalité doit plutôt être conçue comme l'équivalence des personnes vis-à-vis du tout. Les vocations concrètes de chacun doivent participer au même titre, en tant qu'élément indispensable, à la formation de l'universel concret de la totalité. Corrélativement, il s'agit de concevoir un droit qui, sous la sauvegarde de cette liberté quantitative, rende possible l'épanouissement de la liberté matérielle et qualitative de la singularité concrète. Pour qu'une telle synthèse entre la liberté de la singularité concrète et l'égalité comme équivalence soit possible, le troisième élément de l'essence de la démocratie, l'idée de souveraineté populaire, doit être compris comme l'idée d'un, je cite, d'un tout organique qui puise en lui-même le principe de sa vie. Je cite à nouveau, d'une totalité concrète qui se détermine elle-même. Fin de citation. Et non pas comme l'expression de la volonté rationnelle universellement présente dans chaque individu. On revient donc à l'idée de totalité concrète et à celle qui lui est intrinsèquement corrélée de droit social. Alors comment l'introduction de cet élément quantitatif propre au droit peut-elle permettre et même entretenir le déploiement d'une liberté et d'une égalité qualitative ? Une première réponse nous est fournie par ce que Gurvitch appelle le pluralisme juridique, rendu possible par l'institution du droit social. Nous avons vu que le droit social régit des totalités concrètes sans faire appel à l'État comme unique source normative. Ainsi, une multiplicité des totalités peuvent s'instituer dans l'espace social en s'équilibrant et en collaborant. Or, selon Gurvitch, l'avenir de la démocratie est justement dans l'universalité et la multiplicité de ses faces. En effet, si la démocratie a des faces multiples, je cite, « l'individu lui-même s'en trouve qualitativement enrichi ». À la multiplicité de plans dans lesquels se développe la démocratie répondent des faces multiformes de la personnalité. Dans la mesure où les différents aspects de la démocratie se complètent et s'équilibrent mutuellement, dans la mesure où s'affirme la multiplicité des groupements, il devient plus facile de concilier la liberté individuelle dans son acception la plus concrète avec l'idée de l'égalité dans son acception plus matérielle. Fin de citation. Ainsi, l'élément quantitatif introduit par le droit social favorise la liberté comme singularité créatrice, en mettant en place une pluralité de lieux où elle peut s'exercer dans une véritable équivalence avec les autres libertés vis-à-vis du tout. On le voit, penser à un équilibre entre les éléments composant l'essence de la démocratie, un équilibre qui puisse véritablement réaliser la synthèse entre individualisme et universalisme, renvoie avec force, selon Gurvitch, à la nécessité du droit social. C'est en instituant la souveraineté de ce droit, c'est-à-dire en soumettant tout pouvoir à ce droit, que la démocratie peut se réaliser de manière authentique. Je le cite, « La démocratie est le droit social organisé. La souveraineté du droit social est la démocratie. La formule juridique du socialisme est par conséquent parfaitement identique à la formule juridique de la démocratie. C'est la souveraineté du droit social. » Fin de citation. Nous avons vu précédemment que le droit social est le droit par lequel s'intègre de façon objective chaque totalité concrète. Il se fonde sur le fait normatif d'une communauté. Nous avons déjà vu que si d'un côté le tout est irréductible à l'ensemble de ses membres, de l'autre, il est immanent à ses parties et constitué par leur action collective. En raison de cette continuelle transition entre l'individu et le tout,
Gurvitch définit sa proposition philosophique comme un transpersonnalisme juridique et éthique. Je le cite. « Dans cette conception, le tout étant distinct de la somme de ses membres, ne leur est pas transcendant et ainsi ne s'oppose à eux ni comme objet extérieur, ni comme une personnalité supérieure. L'élément qui dépasse les moi personnels n'est ni objet, ni personne, mais l'activité supraconsciente, nous, à laquelle sont immanentes par l'intermédiaire de l'action toutes les personnes. Cette activité, à son tour, est immanente à ces personnes et les pénètre. » Fin de citation. Par l'idée d'activité supraconsciente, qu'il appelle parfois un flot superconscient de création pure, Gurvitch désigne ainsi la créativité propre d'une action collective produite par des actions individuelles absolument insubstituables, celles-ci étant à leur tour rendues possibles par leur participation à cette action collective. C'est ainsi que le point de vue de l'individu et celui du tout peuvent être synthétisés. L'idée de « nous » permet à Gurvitch de montrer leur rapport de détermination réciproque et immanente. Alors, on peut remarquer qu'un décalage s'est produit par rapport au premier temps de l'exposé, un décalage s'est produit par rapport à la critique de l'individualisme juridique qu'on a présenté dans le point précédent. En effet, en parlant de droit social, nous nous situons maintenant sur un niveau idéal. En effet, cette synthèse en une totalité immanente de l'individuel et de l'universel ne peut être acquise, selon Gurvitch, que dans l'idéal moral. L'introduction de cet idéal nous reconduit à la question du rapport entre droit et morale. En effet, l'idéal moral d'une activité créatrice où la singularité des actions personnelles entre dans un rapport d'engendrement réciproque avec une créativité transpersonnelle demeure, selon Gurvitch, irréalisable dans l'empirie, où le conflit entre valeurs individuelles et valeurs universelles sous-tend toute manifestation du social. Le social, la trame du social est traversée par ces conflits indépassables entre valeurs individuelles et valeurs transpersonnelles. Et c'est à ce niveau que la justice intervient. Je cite, « La justice est appelée à concilier d'une façon préalable les conflits réels entre valeurs transpersonnelles et personnelles. » Fin de citation. L'institution d'un droit capable de concilier les instances personnelles et transpersonnelles est indispensable à la constitution de ces « nous » qui sont l'idéal inscrit dans l'essence de la démocratie. C'est seulement avec le droit social que les « nous » peuvent s'instituer dans la réalité, dans la mesure où ces « nous », tout en l'engendrant, fondent leur existence sur lui. Donc, le concept de droit social n'est pas donc simplement mobilisé par Gurvitch dans un travail de sociologie juridique, donc pas simplement dans un travail de description de la réalité du droit, de description de l'émergence d'institutions juridiques inédites. Ce concept de droit social est également mobilisé donc dans un travail de fondation de l'essence de la démocratie. Alors si ces deux voies nous conduisent à cette même idée du droit social, eh bien la première aboutit à la reconnaissance du droit social comme un fait manifesté dans la vie spontanée du droit, alors que la deuxième le pose comme un idéal à instituer dans le social, si l'on veut que la démocratie ait encore un sens et un futur. Donc le problème qui se pose maintenant est de savoir si ces deux moments sont suffisants pour que le travail intellectuel du Gurvitch ait une effectivité dans les dynamiques réelles d'institution du droit social. Alors d'un côté, il paraît qu'une simple description des formes de droit social déjà existantes supposerait une confiance excessive dans le fait que ces formes puissent s'instituer par le simple mouvement de la vie spontanée du droit. Or, le droit social peut être perverti en droit individuel. De l'autre côté, la seule et la simple formulation d'un idéal resterait trop détachée du contexte où cet idéal devrait se réaliser pour pouvoir saisir les obstacles spécifiques qui entravent cette réalisation. Oscillant entre une approche réaliste qui se limite à décrire des réalités déjà existantes et une approche idéaliste qui formule un idéal sans tenir compte des conditions réelles de son effectuation, force est de constater que le travail intellectuel devrait renoncer à toute prise sur le réel. C'est pourquoi, pour reconstruire le geste d'intervention intellectuelle de Gurvitch et saisir toute sa valeur, il nous faut maintenant investiguer un dernier niveau qui permette l'articulation dialectique du travail descriptif et du travail normatif. Il s'agit alors, enfin,
eh bien, de cette proposition spécifique d'une déclaration des droits sociaux. Déclaration des droits sociaux, nous le verrons, que Gurvitch considère comme une technique et un symbole. Alors, dans cet écrit de 1944, Gurvitch propose une formulation des droits sociaux qui permettent aux groupes d'être, je cite, des centres actifs d'engendrement et de défense de leurs droits sociaux. Alors, plutôt que formuler des droits à bénéficier de mesures sociales de manière passive, les droits sociaux, qui sont revendiqués dans cette déclaration, doivent permettre l'autogouvernement des groupes et des individus. Cette déclaration, cet ensemble de droits sociaux, ne se limite pas à poser de manière abstraite cet idéal. Gurvitch a construit sa déclaration en prenant en compte les obstacles spécifiques, contextuels, que l'effectuation de cet idéal rencontre dans la réalité sociale de son temps. Au XXe siècle, pour Gurvitch, ces obstacles résident tout d'abord dans le féodalisme économique auquel aura conduit le passage au capitalisme organisé, c'est-à-dire dans la domination dans la vie économique des grandes sociétés actionnaires, des trusts, des cartels, etc. Gurvitch cite également le pouvoir autocratique exercé par le patron dans les usines. Il cite également le renforcement de l'oligarchie financière des banques due à la soumission du capital industriel au capital financier, le développement du technocratisme et du bureaucratisme, ou des situations où l'État devient autoritaire, etc. Donc autant d'obstacles spécifiques de son époque à l'effectuation de cet idéal du transpersonnalisme. Ce diagnostic conduit Gurvitch à qualifier son époque d'époque des Léviathans. Alors, sans ici nous pencher trop longuement sur son analyse, nous pouvons simplement rappeler ici que la force que Gurvitch veut opposer à ces obstacles spécifiques, eh bien, cette force, il la recherche dans ce qu'il appelle une technique juridique pluraliste, qui cherche donc à garantir contre ces Léviathans l'autonomie des groupes sociaux et à s'assurer qu'ils servent réciproquement de contrepoids en se limitant les uns les autres. Je le cite. Cette technique pluraliste nouvelle servirait à limiter l'État par une organisation économique indépendante se gouvernant elle-même, et réciproquement, à instaurer des contrepoids effectifs entre la constitution politique et la constitution sociale, entre la démocratie politique et la démocratie économique, entre la propriété publique et la propriété sociale, entre l'intérêt général politique et l'intérêt général économique, entre les producteurs et les consommateurs, et entre les deux premiers pris ensemble et les citoyens. Donc, technique spécifique pour instituer dans la réalité sociale cet idéal du pluralisme, du transpersonnalisme, technique spécifique qui est une technique pluraliste qui sert donc à garantir contre ces Léviathans l'autonomie, l'autogouvernement de ces groupes sociaux à travers le fait qu'ils s'équilibrent mutuellement et qu'ils se servent réciproquement de contrepoids les uns les autres. Bon, je ne vais pas plus loin ici dans le contenu vraiment en tant que tel de cette déclaration, vu qu'ici, je le rappelle, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse dans cette journée, c'est de réfléchir à une forme d'intervention sociale, beaucoup plus que la forme spécifique qu'elle a prise à un tel moment donné, dans telle conjoncture. Donc je ne vais pas plus loin ici au niveau du contenu de cette déclaration. Une question s'impose au niveau justement de ce problème de l'intervention intellectuelle. Parler de la déclaration comme d'une technique pluraliste, technique qui permettrait d'effectuer les valeurs démocratiques dans la réalité, eh bien, pourrait paraître quelque peu problématique. Par technique, est-ce qu'il faudrait entendre un procédé, un dispositif qui permettrait, eh bien, pour qui s'en empare, de produire le droit social ? Une telle vision des choses ne serait-elle pas contradictoire avec l'objectivisme juridique de Gurvitch ? Selon ce principe de l'objectivisme juridique, eh bien, la force obligatoire du droit, rappelons-nous, ne se fonde en effet nullement sur une volonté, mais sur l'autorité impersonnifiable et objective d'un fait normatif. Donc, en réalité, par technique, Gurvitch n'entend pas un moyen de créer le droit social, un moyen, une technique qui permettrait pour qui s'en empare de produire intentionnellement le droit social. Il entend quelque chose d'autre par technique.
Alors, pour le comprendre, il faut revenir à la distinction qu'il pose dans le droit social entre deux sources du droit positif, deux sources de la normativité du droit positif. Il distingue ce qu'il appelle les sources primaires et les sources secondaires du droit positif. Les premières sont les faits normatifs. C'est donc bien de ces faits que le droit tire sa normativité. Par source secondaire, par contre, eh bien, il faut entendre les lois, les coutumes, les conventions, les règlements, autant de choses que Gurvitch définit comme des sources formelles du droit. Et il faut réaliser que ces dernières, ces sources secondaires, ces sources formelles, eh bien, ne peuvent pas à elles seules fonder la force obligatoire du droit et ne garantissent pas son efficience. Ils ne garantissent donc dès lors pas la positivité du droit. Autrement dit, l'autorité et l'efficacité des sources secondaires se fondent sur les sources primaires. Je cite, « Une loi, un statut, une convention, la coutume elle-même ne produisent de positivité en droit que dans la mesure où ils se présentent comme des expressions, plus exactement, comme des constatations de faits normatifs préexistants. » Fin de citation. Il parle dès lors de ces sources formelles, de ces sources secondaires, comme, j'utilise ces mots, des procédés techniques qui constatent formellement les faits normatifs, qui manifestent, qui expriment les faits normatifs. Dès lors, en proposant une technique pluraliste, donc cette déclaration des droits sociaux, pour effectuer dans la réalité sociale les valeurs démocratiques, pour effectuer l'idéal du transpersonnalisme, donc en proposant une technique pluraliste, Gurvitch ne cherche donc pas à doter les individus ou l'État d'une technique qui leur permettrait de produire ex nihilo le droit social. Mais il cherche plutôt à proposer des procédés techniques qui rendraient possible la manifestation des faits normatifs, qui permettraient de constater les faits normatifs, de les rendre manifestes. En particulier, Gurvitch critique le privilège absolu accordé par certains juridiques à la source secondaire que constitue la loi, qui n'est au fond qu'une source secondaire, une source formelle parmi d'autres. Il critique donc ce qu'il appelle le fétichisme de la loi, qui absolutise une source secondaire spécifique particulière et qui fait de l'État la seule source de la normativité du droit. Son intervention intellectuelle participe donc à la critique de la domination d'un procédé technique sur les autres et empêche dès lors la constatation du droit social engendré par les nous. Et donc son intervention propose de nouveaux procédés techniques de constatation des faits normatifs. Ici, son travail de sociologue du droit est essentiel en ce sens qu'il vise à montrer la variabilité de la réalité du droit, la diversité des formes d'institutions juridiques, et à travers ça, il vise à montrer également la relativité des différents aspects de la réalité du droit. Donc la relativité, dès lors, des sources secondaires du droit. Et donc, à travers ça, à travers ce travail de sociologue juridique, il peut, en quelque sorte, lutter contre une forme d'idéologie juridique qui produit une généralité d'une particularité, en l'occurrence une source secondaire, une source formelle parmi d'autres. Alors, cet objectif donc de rendre visibles les faits normatifs se donne à voir avec force dans le fait que Gurvitch attende que la déclaration joue le rôle d'un symbole. Symbole qui exercerait une force agissante sur la société. Je cite Gurvitch dans la Déclaration des droits sociaux. Le problème d'une nouvelle déclaration des droits n'est à ce point de vue qu'un aspect du problème général du renouvellement des symboles fatigués, problème si actuel à l'heure présente. C'est à ce prix seulement qu'on peut aboutir à une emprise renforcée de l'idéal sur le réel dont l'humanité a plus besoin que jamais. Les déclarations non seulement expriment le mieux le droit spontané, mais encore, elles communiquent ce dynamisme spontané à tout le système juridique organisé, en le poussant vers des transformations consistantes et immanentes. Fin de citation. Alors, la dimension symbolique de la déclaration, plus encore que sa dimension technique, éclaire la façon dont Gurvitch conçoit son intervention intellectuelle. En effet, Gurvitch ne se fait pas d'illusions, selon nous, sur le rôle qu'une intervention symbolique peut jouer dans une dynamique de transformation sociale. À l'encontre de toute croyance idéaliste en une quelconque toute-puissance des idées,
il comprend que sa déclaration doit être l'expression d'une réalité déjà présente dans la vie spontanée du droit. En même temps, grâce à son travail de construction conceptuelle, eh bien, elle permet aux acteurs qui constituent cette réalité de réfléchir leur action en leur fournissant les moyens de lutter contre les obstacles qui entravent son déploiement, et notamment contre les obstacles idéologiques qui les empêchent de reconnaître la portée novatrice de leur créativité. Ainsi, l'intervention de Gurevitch favorise l'amplification de cette créativité en la communiquant à ces instances de la vie du droit qui tendent à la contrer en raison de leur fixité. Alors dans cet article, on a essayé de montrer que la méthode idéale réaliste de Gurevitch ne se laisse réellement appréhender qu'à reconnaître comme son centre véritable un troisième niveau. Troisième niveau entre description et justification, où la théorie se lie indissolublement à une intervention. En effet, en concevant le droit social comme une technique, et en l'énonçant par ce symbole qu'est la Déclaration des droits sociaux, Gurevitch évite de formuler une théorie empirique ou une théorie transcendantale du droit social. En partant du fait du droit social déjà existant, il questionne les questions de son institution. Il met à jour les blocages techniques et idéologiques qui entravent cette institution. Et il propose une nouvelle technique et des nouveaux symboles qui permettent de la réaliser et créer l'espace pour son amplification. Sans jamais quitter l'immanence des dynamiques réelles de transformation sociale suscitées par le surgissement du droit social, Gurevitch formule des techniques qui, en raison de leur charge symbolique, permettraient aux acteurs de réfléchir le mouvement auquel ils prennent parti. L'intervention de Gurevitch n'est évidemment pas sans poser un nombre conséquent de problèmes et de questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui garantit l'effectivité de cette force agissante que constitue selon lui sa Déclaration des droits sociaux? Il faut réaliser que pour notre auteur, la force agissante d'un symbole dépend de l'existence préalable d'un nous, dans la mesure où le langage à lui seul ne peut créer un fait normatif. Je le répète. Je cite, « Nul ne contestera l'importance du rôle joué par le langage dans le rapprochement, la liaison, l'interpénétration, la participation des sujets individuels et collectifs aux ensembles. Le rôle du langage dans la formation de l'unité nationale est bien connu. Mais pour que les symboles d'une langue provoquent les mêmes effets chez tous ceux qui la parlent, pour que la langue même se constitue, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur une union préalable, sur un nous existant. Le langage n'est donc pas le fondement de la fusion partielle dans le nous, car il présuppose son existence préalable. » Fin de citation. Tout en étant fondamental afin d'éviter le piège de la toute-puissance des idées, cette conception donc, signifie que la déclaration, pour être efficace, eh bien, dépend de la spontanéité d'une vie du droit. Spontanéité sur laquelle, visiblement, elle ne semble pas avoir de réels moyens d'action. En effet, je cite, « Tout en s'appuyant sur l'ensemble des moyens de médiation offerts par les signes et les symboles, la sociabilité par participation dans le nous reste fondée sur des intuitions collectives virtuelles. » Fin de citation. Ce sont des intuitions collectives qui constitueraient le moment premier du surgissement d'un nous, le moment qui dynamise toute créativité sociale. Sur cette question des intuitions collectives virtuelles, il nous semble que Gurevitch reste quelque peu muet. Et donc on peut vraiment se poser la question, mais quelle est la nature alors de ces intuitions collectives virtuelles? Autre question corrélative, c'est que le rapport entre cette intuition collective et la genèse du fait normatif n'est pas réellement questionné. Et par conséquent, non plus, le rôle que l'intellectuel pourrait jouer dans ce processus. Sans doute ce manque découle-t-il de l'application stricte du principe d'objectivisme juridique prôné par Gurevitch, afin d'exclure l'introduction de la figure de la volonté, qu'elle soit individuelle ou étatique, dans la question de la fondation du droit social. Néanmoins, ne faudrait-il pas tout de même interroger la façon dont les acteurs vivent les processus d'institution des nous, ainsi que la façon dont les subjectivités sont transformées par la participation à ces nous? Donc voilà pour cet exposé. Juste ici, une petite précision que j'ai oublié de faire, c'est que cet article-ci, enfin cet exposé est tiré d'un article en fait, qu'on a écrit à Bio, donc j'ai oublié de le préciser. Donc c'est bien une recherche collective dont il est question ici. Juste encore une précision, c'est que dans l'introduction, j'ai vraiment voulu attirer votre attention sur le fait qu'à travers la traversée de cet auteur, c'est bien d'un problème dont il s'agit,
Et donc c'est bien ça qui nous intéressait, beaucoup moins que le système propre de Gurvitch. Et donc la difficulté, peut-être l'aridité un peu de cette traversée de cet auteur, c'est justement de devoir traverser un système qui est extrêmement syncrétique et qui est un système assez complexe. Mais nous, l'intérêt premier, c'est donc pas ce système, mais le problème qui permet de développer. Et donc voilà. Je sais pas, on essaiera quand même de laisser le plus de place possible à une discussion avec les gens qui sont là. Je commence peut-être assez rapidement en en posant une, alors en précisant d'emblée que moi je connais très très mal Gurvitch. Quand les intellectuels disent très très mal, c'est une périphrase pour dire j'ai jamais lu une ligne de Gurvitch. Je ne savais pas du tout. Donc à la fois c'est vachement intéressant d'apprendre des choses sur Twitter, qui finalement est quand même important. Et en même temps, c'est vraiment d'un point de vue assez candide et ignorant sur ces thèses que je pose la question. On voit très bien quand on expose un certain nombre de choses, comment il se positionne par rapport à l'individualisme juridique, la critique qu'il en fait comme idéologie. C'est très, très clair. On voit aussi comment il se positionne par rapport dans sa conception de la totalité sociale, comment il se positionne par rapport à Durkheim, donc ipso facto dans le champ des débats théoriques et politiques à l'intérieur du socialisme, parce il essaye manifestement d'avoir une conception du tout social qui se le représente comme immanent aux différentes singularités concrètes qu'il totalise, et non pas, comme c'est le cas chez Durkheim, au fond, comme transcendant. Et en même temps, il reste fondamentalement, me semble-t-il, dans la problématique idéaliste de Durkheim, parce que Durkheim est un idéaliste, revendique comme tel. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, dans mes propres préoccupations, c'est de savoir comment il se situe, comment il se positionne, pour le dire très, très simplement et très grossièrement, par rapport au discours marxiste, qui est très, très important, évidemment, à cette époque-là. Bon, je vais dire pour l'instant juste discours marxiste, qui est évidemment une étiquette beaucoup, beaucoup trop large, mais bon. Parce qu'il me semble qu'on voit bien, dans cette perspective, comment il lui serait reproché de prétendre épurer le droit ou la pensée juridique, etc., de résidus idéologiques, mais tout en s'installant d'emblée dans les présupposés de l'idéologie. Parce qu'on a l'impression qu'il ne sort pas du champ de l'analyse interne au droit dont il donne le fondement du droit social dans cette totalité concrète, d'une certaine manière. Et dès le départ, ça semble être presque un présupposé de l'argumentation codée juridiquement et pensée juridiquement. Et il me semble qu'un discours marxiste là dirait, vous essayez de penser le droit, et notamment le droit social, en déconnectant la problématique des enjeux économiques et des enjeux proprement historiques. Il me semble... Alors, à voir, c'est vraiment une question très très large et pas du tout certaine. Et il me semble qu'un autre approche, mais ça tient à ce qui me semble rester fondamentalement idéaliste, revendiqué comme tel dans sa démarche, serait qu'au fond, sa manière de poser les problèmes évacue, un marxiste dirait, mettons, évacue l'historicité réelle, au sens où si on pense en termes d'idéal, d'obstacle à l'idéal et de manière de lever ces obstacles pour que l'idéal, qui est à la fois celui qui est conçu par l'intellectuel et en même temps celui qui est toujours déjà donné en soi dans la totalité concrète en question, le réel n'est plus qu'un obstacle à l'idéal, un obstacle qu'il faut lever pour que l'en soi devienne en soi pour soi, quoi. Se rejoigne lui-même et s'accomplisse en se débarrassant des obstacles qui vont être la captation par le patron prétendant s'instituer en représentant légitime, comme je disais tout à l'heure, ou par l'État comme Léviathan, et la déformation de ce qui émane de cette totalité concrète, etc. Ainsi se dira le problème des conventions collectives, le problème des luttes contre les réglementations patronales, des luttes pour les salaires, des luttes sur le temps de travail, etc., ne peut être pensé que du point de vue des luttes sociales, entre classes, ne peut pas être pensé comme l'émanation de cette totalité concrète qui se donnerait une forme juridique, mais le résultat d'une série historiquement située de luttes sociales qui est elle-même inséparable de la dynamique et donc de l'évolution du procès, d'évolution du mode de production capitaliste dans ces différents moments. Et un marxiste dirait c'est le seul moyen de récupérer la réalité elle-même
dans son mouvement et du coup l'historicité. Je dirais, au fond, Gurevitch évacue l'historicité au sens fort. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce serait, et aussi, très rapidement, parce que je trouvais ça intéressant, cette formule de fait normatif comme source primaire du droit. Concept intéressant parce que, à mon oreille, fait normatif, c'est presque une formulation paradoxale ou une oxymore, quoi. Et donc, juste pour demander, pour le coup, est-ce que tu pourrais être plus précis sur, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un fait normatif? Voilà, ce seraient les premières questions assez larges. Oui, tout à fait, pour tes commentaires. Peut-être sur l'avant-dernière question par rapport à l'historicité, et qui recoupe aussi un peu la question du réel, en disant est-ce qu'il ne se coupe pas d'une réelle pensée de l'historicité, etc. Et question qui est également liée à la question de la lutte des classes. Parce qu'on peut se dire, si la lutte des classes est le moteur de l'histoire, si on ne met pas suffisamment en avant la lutte des classes, est-ce que justement il n'y a pas une prise en compte insuffisante de l'historicité, etc. Est-ce que dès lors les obstacles, est-ce qu'il y a une vraie analyse aussi des obstacles concrets du contexte, etc. Mais par rapport à cette notion de lutte, elle reste présente dans l'approche de Gurevitch. Donc pour lui, la trame de la vie sociale la trame normale de la vie sociale est un espace de conflictualité, tant entre classes que même à l'intérieur d'une classe. Là, c'est peut-être plus proudhonien que marxiste, donc c'est aussi l'idée que même dans la classe ouvrière, il y a des conflits indépassables entre les professions, etc., ou entre le consommateur, le producteur. Donc là, par rapport au conflit, aux luttes, il y a vraiment le constat d'un pluralisme indépassable de la vie sociale et d'une conflictualité indépassable de la vie sociale. Et donc voilà, et donc il va jusqu'à dire aussi, en étant vraiment beaucoup plus proudhonien que marxiste, que finalement c'est beaucoup plus le marxisme qui est utopique que les socialistes utopiques, en ce sens qu'un certain marxisme présupposerait que dans une société sans classe, il y aurait une disparition totale des conflits, etc. Ce qui pour lui, en étant plus proudhonien, est impossible. Donc c'est sa position. Donc je dirais par rapport à ça, il y a une pensée de la conflictualité indépassable de la vie sociale. Donc voilà, peut-être premier élément de réponse à ce niveau-là. Par rapport au droit, c'est vrai que lui, sa démarche est donc de critiquer l'approche individualiste du droit sans pour autant faire sienne les positions de ceux qui critiquent l'individualisme juridique, mais pour sortir du droit, pour chercher ailleurs un universel concret, quoi. Donc lui, c'est vrai qu'il reste dans une démarche où il veut penser le droit comme totalité immanente. Universel concret, c'est une expression qu'il utilise lui-même? C'est toi qui... Non, je dis ça pour parler... Oui, non, mais c'est pour savoir si c'est dans son vocabulaire. Je pense qu'on faut peut-être se référer à Hegel. Et il doit peut-être nommer ça, mais en tout cas, c'est pas un mot... Il parle plutôt de totalité immanente, en fait. Oui, mais bon, peut-être d'un certain point de vue, les deux se recouvrent. Bon, merci d'abord pour l'exposé, si je peux enchaîner un instant sur là. En effet, Gurevitch, que moi non plus je ne connais pas énormément, mais est un auteur qui pose des problèmes intéressants, qui a des éléments d'intérêt, mais qui a tout fait pour les rendre absolument imbuvables. Comme on a constaté aussi un peu à partir de cette extrême systématicité et qui a gommé justement une partie de l'historicité concrète, même si c'est une historicité des théories et des formes politiques, donc pas celle des conflits de classe, qui est à la base de sa démarche. Et pour comprendre un peu mieux Gurevitch et les tenants et aboutissants de ses positions, il faut tout de suite se souvenir qu'il est de culture allemande, en réalité. Donc, il parle à partir d'un débat qui n'est pas complètement intelligible. Par exemple, la question du fait normatif. Il donne une réponse à sa façon, une formulation du grand débat des années 20, de la fin du 19e jusqu'aux années 20, entre les juristes et les philosophes du droit, entre l'approche néo-kantienne dans laquelle donc, selon laquelle
La normativité est quelque chose qui n'a aucun ancrage dans des faits historiques, empiriques ou sociaux, mais uniquement autoposition de la norme. Et par contre, les tenants, les partisans de la Scheinsgebundenheit, du lien à l'être de la norme, parmi lesquels Carl Schmitt, autres théoriciens du pouvoir constituant, etc., etc. Et aussi la question du pluralisme juridique. En effet, c'est tout un débat dans la sociologie, dans les sciences politiques post-weberiennes, on pourrait dire, sur l'alternative entre modèle de la souveraineté et modèle de la société des corps intermédiaires. Essentiellement, on oppose au modèle de l'État moderne en tant que concentration de la légitimité dans une instance unifiée et artificielle, l'État moderne justement avec des fonctionnaires produits exprès par cette machine, etc., contre un droit pluraliste immanent à un social antérieurement différencié et qui s'auto-institue finalement. Donc, la chose intéressante, évidemment, est que si le modèle de la souveraineté n'est pas complètement intéressant et aporétique par rapport à la position de Gurvitch, est un modèle dont on peut dire qu'il a une composante autoritaire, c'est la concentration verticale de la souveraineté dans une instance transcendante, donc les Léviathans. Les purs modèles de la souveraineté théorique, c'est les Léviathans de Hobbes. La société des corps intermédiaires, qui est très clairement le modèle dont il parle quand il dit que finalement les droits du travail, par exemple, émanent de l'entreprise ou de l'usine comme une collectivité qui est définie essentiellement par la coappartenance mutuelle de tous ces acteurs à un contexte. Donc, lui non plus n'est pas un modèle extrêmement compatible avec la démocratie telle qu'on l'a plus ou moins, bon, c'est un terme assez générique, démocratie peut-être, et qui n'a pas une grande signification en gros, mais et disons que la démocratie telle qu'on l'entend, donc qui a une composante sociale, mais tendanciellement dynamique et intégrateur, ce modèle pluraliste qui est finalement hiérarchique et statique aussi dans sa formulation, c'est la société de transition, le modèle social, c'est celui des sociétés de transition entre le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, finalement. Donc avec les corps de notables, les états généraux, etc. Lui aussi pose des problèmes de compatibilité avec les modèles d'une sorte de démocratie sociale, socialisante, qui contient de toute façon une idée de l'expansion des droits. Alors que dans le site des corps intermédiaires, qui est son modèle inavoué d'une certaine façon, il n'y a pas d'expansion. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que quand on parle du conflit, on peut l'introduire, mais le pluralisme n'est pas un modèle, n'est pas forcément compatible avec un concept de conflit. Parce que le problème est plutôt vise la pluralisation des sources normatives et la pluralité des sources de légitimité, finalement vise plutôt un ajustement permanent entre des instances qui sont plus ou moins comparables, hiérarchisables, mais de façon provisoire, etc. Mais donc il n'y a pas à proprement parler du conflit. Alors qu'un conflit, on intervient là où effectivement on a des modèles dualistes. Et par exemple, la théorie marxiste, surtout dans les versions, disons, post-léniniennes, est un modèle dualiste. Parce qu'on a des tendances à la concentration, puis un terrain commun et un conflit irréductible. Il n'y a pas de négociation possible. Et donc, j'ai rebondi aussi sur la question de quel genre de socialisme évidemment, il n'est pas un socialisme marxiste, comme tu as dit, c'est proudhonien. Et effectivement, une classe sociale n'est pas un corps, n'est pas une communauté, et n'est pas une classe sociale selon la définition marxienne, en particulier la classe ouvrière, n'est pas un corps intermédiaire, une collectivité du genre... que Gurvitch et cette tradition-là dont j'ai parlé avait à l'esprit, évidemment. Et
je dirais, la différence essentielle par rapport au modèle conflictuel de la lutte des classes, qui n'est pas du tout une lutte entre des communautés qui expriment des normativités. Hein. C'est bien entendu qu'il insiste sur le fait que c'est mal que les travailleurs soient considérés comme des choses à l'intérieur de l'entreprise, alors qu'il faudrait les considérer comme participants actifs de cette collectivité expressive, cette totalité expressive qui est... Mais évidemment, pour les marxistes, les travailleurs dans une entreprise sont bien des choses. La force de travail est parfaitement une chose soumise à des droits de propriété réglés par les droits privés, même le droit de travail qui peut éventuellement se greffer, mais qui reste des choses et plus que des choses, des marchandises. La force de travail est une marchandise. Dans la définition de la classe théoriquement révolutionnaire, il y a évidemment l'aspect de la chose, de la chosification, parce qu'il y a la composante force-travail, donc marchandise, les travailleurs sont des marchandises, et puis il y a la dimension évidemment de sa composition politique et de l'excès qu'elle représente par rapport à la structure, mais dont elle est une partie intégrante de l'échange marchand, et bon, c'est là tout le discours du capital évidemment. Voilà. Donc effectivement, il y a une différence assez nette là-dessus. Et donc là, c'est à mon avis aussi un peu la raison de la faiblesse politique de cette proposition pluraliste. Qui était promise un bel avenir en réalité, parce que les modèles développé par Negri depuis les pouvoirs constituants, effectivement, est un modèle qui vise à revitaliser, en les dynamisant, les modèles des corps intermédiaires contre la souveraineté. Là, tout le problème est justement qu'avec un modèle anti-souverainiste assumé comme modèle positif, on finit par évacuer les statuts du conflit. Voilà. Et donc, aussi la dialectique en tant que point de torsion et point de négativité interne d'une société, qui n'est pas réductible en réalité à l'étalage de la pluralité des instances légitimes. Voilà. Donc, là, c'est un peu justement la faiblesse de tout ça et son idéalisme aussi, comme Stéphane venait de... à mon avis, ce n'est pas dans la question de l'idéal et de l'intervention qu'il y a de l'idéalisme, parce que finalement les idées ont elles aussi leur matérialité, mais dans cette idée un peu d'une pluralité qui finalement suffirait d'affirmer comme tel, d'assumer dans sa positivité, pour que les choses se passent assez paisiblement à l'intérieur d'un corps social, de par son autodiférenciation constituante. Mais par rapport justement à cette question, pluralisme, conflit, etc., insister donc, comme tu l'as fait bien, sur la différence des termes, etc., c'est vrai que le modèle de Gurvitch est avant tout un modèle de pluralisme juridique. Donc c'est organisé. C'est une technique qui pense une forme dialectique d'équilibre des contraires et où chaque groupe social sert réciproquement de contrepoids à l'autre contre justement le risque de se poser comme Léviathan par rapport aux autres groupes, etc. Donc c'est vrai que c'est fondamentalement différent d'une pensée de la conflictualité dans les termes d'une lutte des classes, où là le but n'est pas un équilibrage, mais la résolution du conflit par une issue qui n'est pas en tout cas un équilibre. Mais ça, c'est vrai que ça renvoie à peut-être une difficulté chez lui, qui est que, par exemple, pour qu'il y ait une démocratie industrielle, pour qu'il y ait un autogouvernement des producteurs, etc., il dit il faudra peut-être aller jusqu'à... il ne s'agit pas de notre démocratie capitaliste, de concertation sociale, il ne s'agit pas de dire mais on met autour de la table le patron et les travailleurs, par exemple. Parce que pour lui, les seuls représentants de cette totalité sociale, les seuls représentants légitimes, c'est uniquement la classe ouvrière. Donc il dit, donc ça veut dire concrètement, très concrètement, supprimer le patronat. Alors on peut se dire, donc ici j'avais
la technique pluraliste étant au service d'un idéal, ne peut pas ne pas faire un choix dans la variété inépuisable des groupements, en s'efforçant d'éliminer les uns, de favoriser les autres, de limiter les troisièmes, de provoquer des combinaisons et des équilibres nouveaux entre les groupes, afin d'aménager l'équivalent... Enfin oui, bref. Non mais dit que, voilà, parfois il faut... là, par exemple, pour la démocratie industrielle, il faut supprimer le patronat. Le seul représentant légitime de cette totalité sociale qu'est la communauté des travailleurs, c'est uniquement la classe ouvrière. Mais donc, est-ce qu'on peut penser la suppression du patronat sans avoir une théorie de la lutte des classes, sans avoir une pensée de la conflictualité sociale? Ça, c'est effectivement. Mais parce que j'ajouterais une chose, qu'en réalité, le problème n'est pas tellement de supprimer le patronat dans les discours marxistes, même si c'est tout à fait une bonne idée, mais après, il faut voir éventuellement comment arriver à ça. Il y a des moyens plus amusants que d'autres. Mais la question, c'est que la classe ouvrière, dans les modèles dans le marxisme, hein, on dit marxisme, en réalité, il y aura des différenciations, mais bon, disons, le marxisme idéal typique, la classe ouvrière entre en contradiction, en conflit avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas l'émanation d'une légitimité interne au processus de travail, parce que la classe ouvrière se détermine politiquement, précisément entrant en conflit avec elle-même en tant que force de travail. C'est-à-dire qu'elle fait éclater son propre statut à l'intérieur de la production, et donc les produits de production en tant que des produits de production où elle entre précisément en tant que force de travail soumise au capital. Et c'est là la question pour laquelle... La raison pour laquelle, en réalité, on peut parler d'une légitimité dont la classe ouvrière serait porteuse, parce que la classe ouvrière serait porteuse plutôt d'une insurrection possible, virtuellement permanente de son existence en tant que collectif politique des travailleurs qui se réapproprient la production, contre sa propre existence en tant que moment interne du capital. Voilà, et effectivement... voilà, ça c'est un peu toute la question. C'est intéressant parce qu'effectivement, en t'entendant, c'est assez problématique sur ce point-là, parce que quand on parlait par exemple des conventions collectives de travail, j'avais cité une citation où il dit, ben voilà, la couche inorganisée, spontanée, c'est l'ensemble de la communauté des travailleurs, et donc il y a infrastructure et superstructure chez lui, droit social spontané, droit social organisé, ben c'est le patronat qui organise... donc c'est vrai que c'est problématique, ça, parce que ça voudrait dire comme si c'était détachable d'une légitimité en soi que comme tu dis, la suppression du patronat a des formes de corporativisme dans le fascisme italien, par exemple, théorisé plus ou moins. Bon, mais le problème, ce qui fait problème, c'est que la classe ouvrière n'est pas une entité juridique alternative à son existence dans le marxisme, à son existence comme moment, comme chose échangeable. Donc on peut vendre, acheter, etc. C'est ça tout le problème. C'est que pour les marxistes, finalement, les droits qui règlent l'achat et la vente de la force de travail est parfaitement adéquat. Il ne faut pas lui substituer, il ne fait pas de sens. Et d'autre part, de fait, la classe ouvrière ne peut être représentée dans le système juridique que, effectivement, en tant que force de travail, codable comme marchandise, échangeable, etc. Donc, ipso facto, toujours déjà comme un moment du capital et pas ce qu'elle doit devenir pour renverser le capital, c'est-à-dire force politique réelle, qui lutte sous des conditions qui ne sont plus celles du capital. Est-ce que, avant quand même de demander à la salle, très rapidement, est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de fait normatif, cette notion-là? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur évidemment le double débat à l'époque, et justement, cette notion, elle ressemble... là, tel que je l'ai compris pendant la fin de ton exposé, à une sorte de synthèse un peu bizarre, justement, des deux courants. C'est-à-dire, évidemment, puisque c'est présenté comme un fait, c'est une donnée objective, pardon, une source objective du normatif dans le réel. Donc, évidemment, c'est pas la Grundnorm de Kelsen, c'est pas la norme fondamentale qui est un pur présupposé normatif du système hiérarchisé de normes, un pur transcendantal, ce qu'on a besoin de présupposer comme source originaire de la validité du système normatif, puisqu'une norme ne tire sa validité que d'une norme de niveau supérieur. Donc, pour les normes, disons, constitutionnelles, il faut supposer une norme abstraite, mais non formulable par définition, qui serait la source de leur validité. Donc, c'est une pure abstraction, pure... Mais ce n'est pas non plus tout à fait
il y a un ancrage historique, mais c'est pas non plus tout à fait. Il semblerait une forme de généalogie historique des normes existantes. Hein. C'est une espèce de synthèse des deux. À la fois, c'est un fait, mais un fait qui est présenté comme originairement normatif et qui est tout aussi énigmatique d'une certaine manière que la grande norme de Kelsen. Qu'est-ce que c'est un fait normatif, quoi, en ce sens-là, comme source primaire du droit? À la fois, c'est intéressant parce que ça semble être une synthèse entre ces deux courants là, et en même temps, synthèse bizarre, quoi, à se représenter. Mais, moi, je dirais que moi, ça reste un concept à mes yeux problématique un peu chez Gurevitch, parce qu'il est un peu construit un peu négativement en montrant les apories d'une approche qui serait essentiellement normativiste ou une approche qui serait essentiellement sociologisante, quoi, historisante. Donc voilà, moi je répondrais un peu de cette manière-là en disant elle est plutôt construite négativement en réponse à des apories et donc il construit sa position aussi en montrant comment tant dans le champ du droit il y a une tendance à objectiver, à sociologiser le droit, c'est l'époque du Gui, Oriou, etc. Tant dans l'époque de la sociologie, il dit c'est aussi une sociologie qui est peut-être plus idéaliste ou spiritualisée, etc. Donc il y voit comme ça les signes d'un croisement vers... mais donc voilà, je m'en sors un peu de manière... mais tu ne sais pas de faire oui. Moi, en fait, je suis, par rapport un peu à toute la discussion qu'on a faite jusqu'à maintenant, justement, je trouve moi-même chez Gurevitch très problématique cette question que tu introduisais en parlant d'un soi pour soi. Moi, je pense qu'effectivement, ce qui peut être encore problématique, c'est l'idée qu'il y aurait un germe qui a donné de quelque manière dans le social et qu'il s'agit de laisser déployer. Et dans une certaine mesure, le terme de fait normatif exprime très bien cette... Il y a un petit côté abracadabra, quoi. C'est-à-dire, effectivement, on voit bien tous les problèmes qu'il y a à se contenter de présupposer une normativité originaire comme chez Kelsen, en même temps absolument indéterminable et purement abstraite. En même temps, on voit bien toute la difficulté qu'il y a à dériver le normatif comme tel de la pure historicité, etc., parce que on passe pas de l'être au devoir-être facilement, pour le dire très, très bêtement. Du coup, on a besoin de faits, on a besoin de normatifs, on peut pas dériver tout à fait l'un de l'autre, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'on a un fait normatif. Et ensuite, on va dire, bon, je peux pas vous en dire plus sur ce que c'est que ce fait normatif, parce que là j'ai piscine, mais non, je suis d'accord. Il y a un côté abracadabra, quoi. Par contre, je pense que l'idée de fait normatif, du moins, pose la nécessité. Une nécessité qui peut-être pourrait permettre d'indiquer l'importance d'abandonner une position qui soit exclusivement organiciste, donc comme ça dont parlait Andrea. Moi, je pense que, mais c'est un travail qu'il s'agit encore de faire, à mon avis, si on veut essayer vraiment de situer Gurevitch dans l'ensemble des auteurs, disons, des philosophes du droit de la Troisième République, peut-être la différence se situe au niveau du fait que des gens comme Ariou, de Gouy, par exemple, suppose une solidarité de fait donnée dans le social que l'État ou d'autres instances devraient reconnaître et éventuellement favoriser. Alors peut-être que chez Gurevitch, moi je pense que chez Gurevitch, il y a quand même l'idée qu'il faut construire des formes de solidarité qui ne sont pas déjà trouvables dans le social. À mon avis, peut-être ce qu'on peut trouver de plus intéressant dans l'idée de fait normatif est justement cela, et ça reconduit le problème des droits. Chez Gurevitch, il ne s'agit pas tout simplement de faire appel à une légitimité qui serait donnée par ailleurs, par exemple à la Casse-Subière, et dont ferait défaut seulement l'application. J'en parle un peu dans mon texte après. Mais de penser vraiment une créativité normative qui ne soit pas tout simplement, comment dire, la concession de droits de la part de l'État, par exemple. Donc, de ce point de vue, je trouve qu'il y a quelque chose qui, du moins, nous permettrait peut-être de situer Gurevitch dans une position particulière par rapport à d'autres auteurs qui s'insèrent dans la même tradition et qui peut-être anticipent effectivement certaines questions. Peut-être on peut laisser les gens poser des questions. S'il y a des questions, des interventions. Cri de fureur. Des cris de fureur, voilà. Des cris de joie aussi. Remarque polémique. Non.
Andrea Cavazzini, est-ce que tu aurais une Oui, je voulais en réalité, pour une fois, porter de l'eau au moulin de Gurvitch. Parce qu'on a tous, finalement, même ces interprètes, ces exégètes attitrés, et on dit que c'est plein d'apories, c'est incompréhensible, donc c'est pas vrai. En réalité, d'un point de vue purement conceptuel et logique, tu as raison que c'est un peu un abracadabra, un jeu, un tour de passe-passe, voilà, de dire c'est un phénomène. Mais d'un point de vue de la pensée juridique, en réalité non, parce que il y a tous les courants de l'institutionnalisme distinguent en réalité entre une historicité purement empirique, donc sociologico-culturel, hein, donc, et par contre des faits qui sont factuels, donc qui ont une existence plus ou moins localisée, mais qui sont des faits institutionnels. Donc évidemment là on peut dire la même chose, mais il y a une possibilité à l'intérieur de la théorie du droit dont Gurvitch un peu se réclame, pour ne pas tomber dans un sociologisme, tout simplement ce qui a lieu peut devenir producteur des normes, par exemple, bon... chez Carl Schmitt, les pouvoirs constituants est une source de légitimité. Si on distingue légitimité et légalité, la légalité est la pure correspondance à une norme, alors que la légitimité a toujours un contenu substantiel qui est historique, mais c'est une historicité... comment dire, sans être complètement tautologique, à une historicité d'un ordre supérieur, quoi. Par exemple, l'effet que l'Allemagne des Weimar, ne puisse pas devenir une république soviétique, n'est pas tout simplement quelque chose d'illégal, et non plus la conséquence d'un fait empirique, mais correspond à une essence qui est à la fois un fait et une valeur, si on peut dire, de sa nature de longue durée, à l'esprit de son institution, de ses institutions profondes. Donc la soviétisation de l'Allemagne serait quelque chose d'illégitime, même si légalement, ça serait peut-être possible. On ne sait pas. En réalité. Donc, et puis, il y a toutes les instances de la décision, ou dans des cas indécidables par les simples recours à la norme, et donc toutes les instances personnalistes, c'est-à-dire qui sont sur lesquelles on ne peut pas trancher sans faire intervenir l'acte d'une personne qui décide, qui prend une décision, effectivement, sont des faits normatifs, parce qu'on ne peut pas les définir sans faire recours à une instance concrète, mais en même temps, et ce n'est pas que on va un peu au-delà de la dimension erratique de ce qui tout simplement a lieu. Donc, je comprends de toute façon que cette tentative, que tout ça devient convaincante plutôt dans une logique intra-juridique plutôt que dans une définition philosophique conceptuelle où les dualismes fait norme, être devoir être, est plus difficile à absorber. Mais de toute façon, c'est assez sûr que Gurvitch a l'esprit de cette sorte de dépassement, enfin, de mise en parenthèse du dualisme qui est propre à la théorie du droit. En réalité, il est un auteur qui cherche à faire un système très abstrait, mais ces argumentations reposent sur des bases techniques et disciplinaires cachées mais assez précises. C'est pourquoi, à mon avis, pour lui, dans sa logique, fait sens de dire qu'il y a un fait normatif. Alors que, comme concept purement philosophique, est très peu convaincant. Alors, je me dis que là, on a pris un retard qui est absolument terrifiant. C'est pas Fukushima, mais c'est assez terrifiant quand même. Je pense qu'on devrait passer à l'exposé de Fabio maintenant. Là, ce serait...